Quelques mots au téléphone avant de passer le test. Donc ma psy me dit, Eric, aucun besoin pour vous d'aller d'aller passer ce test. C'est sûr que vous êtes zèbre. Donc elle le lie avec voilà, des façons, enfin des comportements ou plutôt des sensibilités. Elle me parle aussi beaucoup du langage. Voilà. Pour elle, il n'y avait pas vraiment de décision à prendre de ce côté-là. Donc moi j'étais assez surpris au premier abord parce que je me suis toujours dit, bah ok, bon, pour moi c'était une réponse, enfin ça a apporté des réponses. Il s'est passé quelques mois. Cette psy, je lui envoie le podcast d'hypersensible, puis donc je la revois la semaine suivante et elle me dit, j'ai écouté les podcasts et c'est intéressant en fait de voir que les gens ont des réponses en se faisant tester, qu'ils peuvent y retrouver, enfin ressentir aussi ce besoin d'être testé. Donc voilà un peu ce qui m'amène aujourd'hui dans cette démarche-là. J'ai mon premier rendez-vous dans 2 semaines et le test en lui-même est dans 3 semaines. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible ? Se savoir comme tel est suffisant ? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions ? Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques ? Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on ait un haut potentiel ? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ? Ou pas ? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas ? Les mots pour qualifier l'hypersensibilité, ils vont être pour moi liés à la douance, même si je sais qu'il y a plus, je pense, de personnes qui se disent ou qui se sentent hypersensibles que de personnes réellement qualifiées de douées, surdouées. Donc ça va être surtout le mot de zèbre qui me vient en premier à l'esprit. Alors ce mot c'est marrant parce que je l'aimais bien au début, je trouvais qu'il qualifiait bien un peu tout ce qu'on était. Et plus ça va, plus je me dis qu'il est, je sais pas, il est trop large. Il y a un truc qui va pas. Et à la fois je trouve que le mot hypersensible est un peu trop restrictif en tant que tel, parce qu'il y a d'autres choses que la sensibilité et il y a d'autres caractéristiques de la douance qui ne passent pas par une hypersensibilité de type émotionnel par exemple. Pour un peu compléter là-dessus, moi j'ai un ami autiste Asperger, parfois il paraît très froid et tellement dans l'analyse que je ne le qualifierais pas d'hypersensible. Donc je dirais plutôt les mots, allez on va dire surdoué, même si j'aime pas trop ce mot-là non plus. Je pourrais rajouter aussi la notion de décalage et de passion. Je pense que ça va aussi avec. De passion qui peut être comme le problème d'une passion hyper soudaine et puis s'estomper peu à peu. Moi je fonctionne beaucoup par passion, je me rends compte de ça. Donc chez moi ça se traduit surtout par une sensation d'être en décalage sur certains sujets, certaines perceptions des choses. Alors c'est très large hein, quand je le dis comme ça. Et un fonctionnement par passion sur des sujets où je peux m'investir intensément dans quelque chose et puis après m'estomper un peu plus, que ça s'estompe un peu plus. Les moments où je me sens en décalage, ça va surtout être au niveau professionnel, je pense qu'il y a quelque chose qui est récurrent. Hein. C'est une sensation de dire waouh, qu'est-ce qu'ils sont lents. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on radote, qu'est-ce qu'on perd du temps à tous discuter ensemble pour un truc qu'on vient de dire il y a 1 heure, enfin qu'on a déjà dit il y a 1 heure, pourquoi on a passé encore 1 heure sur le sujet. Donc il y a ce genre de choses. Et puis des décalages, je pense aussi dans une façon d'aborder la vie en général, où je me dis qu'on passe beaucoup de temps, qu'on utilise beaucoup d'énergie ou qu'on perd beaucoup d'énergie sur des sujets qui n'en valent pas la peine, alors qu'on pourrait se focaliser sur ce qui nous fait vibrer, quoi. Donc il y a un peu ce décalage là que j'ai pas l'impression de voir ailleurs. Et puis ensuite un décalage sur, je pense, l'émotivité, sur un côté excessif hein, aussi qui peut arriver dans les émotions.
certaine lucidité aussi peut-être qui est là sur différents sujets, que ce soit la vie en général, l'environnement, je sais pas, des choses qui, qui, qui sont là depuis longtemps. Donc au quotidien, je sens bien que j'ai le cerveau qui bouillonne en permanence et que ça, je pense, contrebalance, ou en tout cas j'ai l'impression que ça contrebalance ce fonctionnement par passion et par intensité, où je me dis, bah ok, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, donc en fin de compte, il faut aussi que je me contrôle, etc. Je suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire, hein, mais c'est ce que je perçois. Et du coup, au quotidien, parmi les gens qui m'entourent, c'est aussi parfois un peu compliqué parce que les gens savent pas toujours comment je fonctionne, même si je suis quand même beaucoup dans le contrôle, notamment professionnel, et que j'ai plutôt tendance à être quelqu'un qui fait pas trop de vagues, qui essaye de rentrer dans un moule et qui est plutôt calme et tempéré. Après au niveau familial, je me dis qu'aussi que ma compagne est peut-être un petit peu concernée, donc elle comprend aussi ce mode de fonctionnement. L'angoisse et la confiance. Mon cerveau qui bouillonne me donne pas mal d'angoisse. Je pense que j'ai un côté très anxieux. Et à la fois, j'ai une confiance pas aveugle, mais j'ai une confiance très forte envers les gens qui m'entourent. Et ça, je pense que justement, ça contrebalance beaucoup cette partie angoissée. C'est que je me dis toujours que, au final, ça va passer, quoi. Il y a un diagramme que j'aime beaucoup, c'est est-ce que vous avez un problème, oui, non. Si vous avez un problème, est-ce qu'il y a une solution? S'il n'y a pas de solution, faut pas s'en faire. Si tu as une solution, faut pas s'en faire. Et si tu n'as pas de problème, faut pas s'en faire. Donc je trouve que c'est plutôt vrai en ce qui me concerne. J'aime beaucoup me rappeler que de toute façon, à tout problème ou à tout non-problème, faut pas s'en faire. Moi, je trouve que c'est assez facile de nouer les premiers contacts. J'ai pas de problème d'intégration dans les relations humaines, par exemple, je trouve que ça peut aller assez bien. Par contre, j'ai toujours du mal dans tout ce qui est tout ce qu'on appelle les small talks, les petites discussions anodines qui n'ont pas toujours du sens. Donc parfois, je me retrouve un peu piégé en ayant quelqu'un que j'apprécie en face de moi, notamment dans des milieux pros, des gens que je vois pas souvent, et où je sais qu'on s'apprécie mutuellement, mais j'ai rien à leur dire, quoi. C'est un peu le souci, c'est que voilà, je me dis toujours mince, faut que je trouve un truc, faut que la personne, faut que je crée un intérêt commun autour d'un sujet pro, alors que pas forcément. On peut juste parler de ce qu'on vient de voir et ça suffit parfois. Ce qui est facile ça va être la compréhension globale d'une situation. Je pense que j'arrive assez bien à capter ce qui va pas, à me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Le pendant de ça, c'est que j'ai du mal à creuser les sujets. Je vais avoir tendance à surfer sur les sujets et à peut-être pas aller assez loin dans l'analyse. Le plus difficile pour moi, ça va être justement de gérer ces angoisses-là qui me bouffent quand même pas mal la vie. C'est-à-dire que ça se traduit par un cerveau qui va me dire, par une conscience qui va me dire non mais de toute façon ça va pas marcher. Il n'y a aucune raison que ça marche. De toute façon, pourquoi toi tu vas y arriver et par élaborer tous les pires scénarios qui puissent arriver. Donc je vais être souvent en train d'imaginer chaque fois que je dis ça ou que je dis pas ça, qu'est-ce que les gens vont penser, comment je dois me positionner, etc. Donc ça, il y a quand même une énorme énergie que j'investis là-dedans. C'est du doute et j'ai envie de dire c'était, parce que peut-être que là je suis en train de changer de perception aussi, c'était un manque de confiance aussi en mes capacités et en mon fonctionnement. C'est un cercle quand même assez vicieux, ce truc-là. Enfin, ce qui me semble insurmontable ou ce qui est difficile, c'est quand le cadre est absent ou fluctuant ou mouvant.
Là, je pense surtout au niveau professionnel. Après, au niveau familial, j'ai une certaine stabilité qui fait qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais au niveau professionnel, effectivement, quand les priorités changent du jour au lendemain, ou quand les personnes changent d'avis sans forcément le justifier, j'ai beaucoup de mal à m'adapter à ça. C'est-à-dire que pour moi, il y avait une version qui était la bonne aussi, parce que j'y adhérais, parce que j'y croyais. Du coup, j'ai du mal à remettre ça en cause, parce que j'imagine aussi que c'est pas les bonnes solutions qui sont choisies, quoi. L'adaptation, c'est aussi un gros truc, hein, c'est que j'ai l'impression que ça fait depuis le début de ma vie que je suis en adaptation permanente. Alors tout le monde va être en adaptation permanente, mais peut-être que moi, avec mes angoisses et ce cerveau qui bouillonne en permanence, je le suis peut-être encore plus. Surtout dans des cadres où la confiance est peut-être pas vraiment là. Juste après le test. Alors voilà, je sors tout juste de mon test. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis lessivé après 2h30 de test Waze, plus un test de personnalité, le 16 PF5. J'ai bien aimé me prêter à l'exercice, que ce soit les tests, le test de QI en lui-même ou le test de personnalité. Je pense que j'aime bien ce côté un peu introspectif aussi. Et évidemment, je sors avec un avis forcément mitigé, parce que j'ai eu l'impression d'avoir raté plein de choses et de passer à côté de plein de choses que j'aurais pu faire un peu différemment. En discutant avec la psychologue qui m'a fait passer le test, c'est pas du tout le cas. Elle me dit que j'ai des résultats qui sont très bons, parfois meilleurs que ce qu'elle voit chez l'ensemble de ses patients. Donc ça me conforte un peu dans le bien fondé d'avoir passé ces tests-là. Après j'ai l'impression de ne pas finir. Je crois que c'est de ne pas avoir été au bout de ce que j'aurais pu donner. Je crois que de toute façon c'est le propre de ce test, de ne jamais avoir de limites, pour justement être capable de caractériser aussi les personnes qui n'ont pas de limites. C'est un peu confus ce que je raconte, parce que là je ressors effectivement de 2h30 de machine à laver le cerveau, où je suis un peu retourné dans tous les sens. Donc vivement la suite. La suite, c'est un rendez-vous dans 2 semaines pour débriefer de ces résultats. Et puis on va voir si j'ai effectivement si je suis dans ce que je pense être, dans la case que je pense cocher, et vivement les quelques clés pour avancer. Donc cette hypersensibilité au quotidien, c'est à la fois une meilleure amie et une meilleure ennemie, parce qu'elle permet d'avoir une certaine clairvoyance sur les choses. Donc ça, c'est assez pratique parfois pour s'organiser au quotidien, ou pour répondre rapidement à des sollicitations professionnelles. Moi, je vois bien que j'estime assez bien le temps qu'il me faut pour creuser un sujet et la façon dont je vais l'aborder. Et donc le gros avantage, c'est que je fais souvent les choses vite et bien. C'est très présomptueux de le dire, mais voilà. C'était Mathilde d'ailleurs dans le podcast qui en parlait de ça, je crois. Et puis à la fois, le côté négatif, c'est que c'est usant. Ça prend beaucoup d'énergie de penser à beaucoup de choses. Donc je l'appréhende quand même un peu à distance, en me disant on va essayer de prendre les bons côtés, et puis de maîtriser les autres. Cette hypersensibilité-là, c'est aussi quelque chose que je découvre. Ça fait même pas 1 an que je suis
dans le doute, on va dire. Avant, je me suis jamais trop posé de questions. Je me suis juste dit que voilà, j'avais un fonctionnement qui était comme ça. Et depuis, oui, j'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup aux gens à qui je peux en parler. Quelques amis, ma compagne, pas trop en famille. Voilà. Emmanuel du podcast. Et c'est pas quelque chose. Je pense pas que c'est quelque chose où que je vais crier sur tous les toits, parce qu'en fait, je me dis que un diagnostic ne change pas la façon. Un diagnostic ou un test ne change pas la façon dont je fonctionnais. Donc ça devrait pas changer la perception des gens autour de moi. C'est plus un outil pour avancer. Et oui, effectivement, je vais pas le crier sur tous les toits. C'est pas du tout l'idée, quoi. Des mois de doute avec le syndrome de l'imposteur. Cette introduction au sujet, elle a été faite après la naissance de mon fils, qui aujourd'hui a 6 ans, qui est un enfant très très émotif, très sensible aussi, qui a peur, sensible dans tous les termes, dans tous les côtés du terme, hein, sensible à la beauté comme au malheur des gens. Un enfant avec des facilités intellectuelles aussi fortes, un langage développé, l'acquisition de la lecture facilement et même sans qu'on le pousse et sans qu'on lui apprenne. Donc il y a eu ça et des questionnements suite à un livre qu'on m'avait conseillé, qu'on m'a glissé dans les mains, on va dire, voilà, par quelqu'un qui se sait concerné par ce sujet de douance. Qui m'a glissé les bons livres dans les mains. Et puis après, forcément, quand on voit qu'on coche toutes les cases, on se dit il y a peut-être pas que mon fils, il y a peut-être plus de monde que ça dans la famille qui est concernée. Donc il s'est passé à peu près 6 mois entre la lecture des ouvrages et le test, avec 6 mois de doute en fin de compte, 6 mois de complexe de l'imposteur, en se disant non, en fait c'est pas moi, ça c'est pas possible, ça, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Et puis quand même c'est bizarre, je coche toutes les cases, mais non, parce que quand moi j'ai eu une scolarité plutôt normale, on imagine toujours les surdoués qui passent le bac à 13 ans et qui sont un peu dans la stratosphère. Moi j'ai plutôt suivi un parcours normal, sans avance ni retard, et puis et voilà, donc c'était pas l'image que je me faisais de la douance, mais aussi parce que la douance telle qu'elle est présentée dans les médias, ou telle qu'elle était présentée aussi avant peut-être, c'est que sur le côté résultat scolaire, intellectuel, et pas du tout sur le côté émotionnel ou sensibilité. 6 mois d'interrogation, et puis justement c'est aussi ce qui m'a amené à passer le test, parce que je voulais mieux me comprendre. Donc je me suis dit un résultat qui soit, on va dire, dans la norme de la population ou pas, me permettra de mieux me connaître. Et si c'est pas je suis pas dans les 2 écarts types, il y a peut-être autre chose à trouver, quoi. Et voilà, c'est ça qui m'a un peu amené à passer ce test-là. Il n'y a pas eu de déclencheur, parce que en fait, j'y ai pensé dès que j'ai lu les bouquins. Je me suis dit, tiens, il faut que je passe ce test-là. La psy que je voyais à l'époque m'a dit que j'avais pas besoin de passer le test, que j'étais concerné, que c'était évident pour elle que je cochais toutes les cases. Ce qui m'a pas spécialement... ça m'a peut-être rassuré sur le moment, mais je me suis dit, non, en fait, elle se trompe. Elle se trompe, je suis un imposteur. Et du coup, justement, après quelques mois, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le passe, parce que c'était trop... le doute était plus acceptable, quoi. Je voulais pas justement me rajouter aussi un petit côté d'anxiété par rapport à ça, en me disant, pas d'anxiété, mais un doute supplémentaire. Le test, les résultats. Donc aujourd'hui, j'avais le résultat de mon test. Je suis sorti il y a à peu près une petite demi-heure, et il m'a fallu ce temps-là pour atterrir.
Donc les résultats sont assez surprenants pour moi, des résultats au sous-test très homogènes et un total à 145, donc un très haut score qui me surprend un petit peu. Donc à la fois ça, là aujourd'hui là je me sens plutôt il y a eu cet effet de surprise et puis aussi pas mal de pistes à creuser pour aller bien, pour aller mieux. Et du coup, je me sens assez apaisé parce que, en fin de compte, je m'étais pas trompé. C'était vraiment ça qui me travaillait depuis depuis toujours, mais auquel je pensais depuis quelques mois. Et puis apaisé parce que j'ai trouvé ce qui faisait ma différence et aujourd'hui j'ai des pistes pour avancer, donc c'est un super résultat et puis le début d'une nouvelle partie de vie, quoi. Je le vois un peu comme ça, sûrement beaucoup plus sereine et un voyage qui promet d'être intéressant. Alors le résultat, il a tout et rien changé, parce qu'en fait, on reste la même personne après. Déjà, il m'a surpris, parce que c'est un score assez élevé. Je m'attendais pas à être aussi haut sur l'échelle. Donc ça rassure et ça angoisse un petit peu quand même. Ce qui angoisse, c'était au moment du score, c'est que les très hauts potentiels ont plus tendance à avoir des soucis d'intégration sociale, etc. Moi j'ai la chance justement d'avoir un profil qui est équilibré et j'arrive à compenser un peu toutes ces angoisses là par des mécanismes qui me rassure par ailleurs. Donc voilà, c'est quand même un chiffre, assez fort. Et ce qui rassure, c'est que voilà, c'est génial, j'ai trouvé quoi. Enfin, je suis là, je suis serein quoi. Et ça change tout. C'est-à-dire que ça fait qu'un petit mois, même pas que j'ai les résultats. Ouais, si, ça fait un mois que j'ai les résultats et j'appréhende beaucoup mieux ce qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire que je me surprends à voir mon cerveau en train d'échafauder des stratégies clairement de négativité. Et je me dis non mais arrête, tu arrêtes ça tout de suite, on se pose, on se calme et on voit le positif quoi. Et effectivement c'est incroyable quoi. C'est vraiment génial. Donc j'ai partagé ça avec donc ma compagne évidemment, qui voit aussi du coup une bonne explication à mon à mon fonctionnement et des pistes intéressantes aussi pour orienter notre enfant, qui clairement va partir avec 30 ans d'avance sur moi sur sa connaissance, la connaissance de son fonctionnement. J'en ai parlé à quelques amis qui sont aussi concernés. Et j'en ai parlé à une de mes sœurs aussi parce que je pense que ça peut l'aider. Je pense qu'elle a aussi un fonctionnement similaire au mien, au moins sur certaines caractéristiques, et je pense que ça pourra l'aider. Donc je lui ai glissé les mêmes bouquins que j'avais lus il y a 6 mois, voilà, entre les mains. Et le podcast d'Hypersensible. Donc moi j'ai eu une enfance qui n'avait rien, je pense, d'exceptionnel en termes de cadre de vie. J'étais en Bretagne avec des parents attentifs, attentionnés, 2 grandes sœurs, le petit dernier de la famille quoi. Une famille qui attachait pas mal d'importance aux résultats scolaires aussi, donc je pense que c'est aussi ça qui m'a un peu biaisé, c'est que derrière une réussite scolaire exemplaire quand même, presque, on va dire ça, il y avait aussi beaucoup de travail et pas mal aussi
que je traduis peut-être un peu maintenant comme de l'anxiété de performance. On lit ça parfois chez les enfants surdoués, hein, c'est qu'ils ont, même s'ils ont toutes les capacités pour, ils ont peur d'échouer. Et je pense que j'étais un peu dans ce cas-là. Et c'est aussi pour ça que je me suis jamais vraiment senti surdoué, parce qu'il y avait aussi pas mal de travail, et puis parce que j'aimais l'école, j'aimais apprendre. Donc une enfance classique, sans trop de vagues, et puis quand même beaucoup de décalage sur beaucoup de sujets. Des intérêts pour des matières ou des centres d'intérêt très assez atypiques pour un enfant. Je sais pas, j'aimais pas le foot. J'ai fait de l'escrime, j'ai accroché, je continue à en faire. Voilà un exemple d'atypisme. Hein. Et du coup, c'est de là aussi que vient tout mon sentiment de décalage. C'est même pas un sentiment de décalage, j'étais décalé, je suis décalé et maintenant je comprends un petit peu pourquoi. Après le lycée, j'ai fait une classe prépa qui m'allait très bien parce que c'était justement un univers encadré où on était stimulé intellectuellement. Je pense a posteriori que j'aurais pu travailler un peu plus peut-être pour avoir quelque chose d'un peu mieux à la fin. Mais non, je suis très content de ce que j'ai fait après, une école d'ingénieur. Et ensuite, un travail plutôt technique et de développement de produits. Ceux qui se dépassent pour le bien commun. Les gens aujourd'hui qui me bouleversent, je pense que ça va surtout être des gens qui sont capables de se dépasser, ou en tout cas de dépasser leur position pour l'intérêt commun. Et aujourd'hui, si on prend des thèmes qui sont un petit peu alarmistes comme l'environnement, c'est clair que quand je vois Greta Thunberg, c'est quelqu'un qui est inspirante parce qu'elle a une force incroyable. Je me dis, qui à 16 ans peut regarder Trump dans les yeux et lui envoyer autant de haine pour un intérêt commun. Voilà, c'est un truc qui me fascine. Comme quoi, l'autisme, ça peut être une force aussi, hein, l'hypersensibilité. Les gens qui vont à contre-courant aussi pour un intérêt commun, en général, quand je sais pas, Simone de Beauvoir, ce genre de personnes, Simone Veil, qui sont hyper inspirantes. D'où ça vient ? Je pense que ça vient de nulle part, ça vient de. Je pense qu'il y a une grosse part d'inné là-dedans. Qui se développe dans un cadre quand même. Je pense qu'il faut un certain cadre, peut-être une stimulation intellectuelle aussi. Alors moi, j'ai pas spécialement vu ça chez mes parents, et je pense pas que je vais leur en parler parce qu'en fait, ils vont bien. Aujourd'hui, ils se posent pas trop de questions apparemment. Donc je pense que ça va peut-être un peu les secouer d'aller creuser là-dessus. Je pense que c'est pas forcément nécessaire. Je sais pas si c'est un cadeau à la fin, parce que cette sensation de décalage, tant qu'on n'a pas mis les mots dessus, c'est quand même assez lourd à porter. Et c'est plutôt bien qu'on en parle aujourd'hui, plus qu'avant, de toute cette côté, de tout ce qui entoure la douance. Et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à creuser, et dans les relations sociales aussi à creuser, sur la douance au travail, sur les solutions qu'on peut mettre en face de tout ça. On parle de méditation, mais quand on parle de méditation, il y a toujours un petit côté ésotérique moi qui me déplaît, ou un côté un peu New Age que j'appréhende un peu. Donc je m'appelle Eric, j'ai 36 ans et aujourd'hui je suis ravi de participer au podcast Hypersensible, qui a été une des clés dans ma compréhension interne. Donc aujourd'hui, moi je suis assez satisfait de ma vie en général, hein, que ce soit au niveau pro où ça se passe bien, dans une boîte à taille humaine où j'ai quand même pas mal d'autonomie sur les sujets. Au niveau perso, ça roule. Donc j'ai la chance d'être
un hypersensible qui va plutôt bien. Et là aujourd'hui, ce qui m'intéresse et me motive peut-être, c'est justement creuser un peu tout ce côté. Quelles sont les solutions que j'ai à ma disposition pour aller contre mes angoisses ? Là, je réfléchis pas mal à la méditation, à tout ce genre de choses, à essayer de reprendre un peu de contrôle. Donc, c'est un peu ça qui m'anime aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pigé comment je fonctionnais. On a objectivé ça par un test. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.